Si jamais goud lan perd du valeur, capital ou poursuit pour faire, il pas perd du valeur. Le fini ou gagne un intérêt qui a un niveau qui pas existé sur le marché pour des produits financiers qui équivalent. C'est peut-être ça nous dit public là. On produit tant pour obligation BRH là, nous inviter le garder parce que pour nous c'est meilleur produit pour capable commencer un portefeuille de placement pour capable protéger l'argent. Oui, l'événement, bien sûr, c'était encore la 7e édition. Il y a eu des discours assez importants. Et le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baden Dubois, a expliqué qu'il va y avoir un changement historique, à savoir Haïti va passer de la stabilité macroéconomique pendant déjà quelques décennies et nous allons maintenant entamer ce qu'on appelle la période pour croissance. Écoutons le gouverneur de la Banque centrale, M. Dubois. Stabilisation macroéconomique. Quelles ont été les retombées pour la croissance? L'une des missions principales d'une banque centrale, c'est la stabilité. Tout comme les autres banques, la Banque centrale d'Haïti, sa mission, c'est la stabilité. Stabilité des prix, stabilité du système financier, stabilité du système de paiement. Certainement, la Banque centrale, pour arriver en fait à réaliser cette mission, met tout en œuvre. Et ça reste les fonctions fondamentales, la mission fondamentale de la Banque centrale d'Haïti. Cependant, comme nous nous plaignons, nous aimons le dire au niveau du conseil d'administration, stabiliser quoi? On ne peut pas stabiliser avec un PIB aussi petit, une population qui ne cesse d'augmenter. Si on reste uniquement au niveau de la stabilisation, ce sera tout simplement entretenir la misère. La croissance devient désormais un élément fondamental de stabilisation. Comme vous l'avez remarqué dans un des slides antérieurs, le PIB per capita aujourd'hui comparé au PIB per capita de 1991. Comparé au PIB per capita de 1981. C'est un monde de différence. J'ai oublié de mentionner que le graphe que vous avez vu tout à l'heure, c'est un graphe en good que c'est. Ça veut dire que cette pente que vous avez vue, c'est en tenant compte des mêmes montants de PIB per capita, mais sur la good, sans même tenir compte de l'inflation. Maintenant, stabilisation macroéconomique, c'est quelle retombée pour la croissance? Sur le plan global, les politiques de stabilisation macroéconomique sont mises en œuvre pour adresser les déséquilibres au niveau du compte extérieur, des finances publiques et pour contrer les poussées inflationnistes. La démarche en général, une démarche standard, c'est ramener la demande globale à un niveau compatible avec une posture soutenable des grands équilibres macroéconomiques. Les instruments généralement utilisés, l'outil budgétaire, réduire les dépenses et augmenter les recettes, qui reste aujourd'hui encore un défi pour l'État haïtien. Réduire les dépenses et augmenter les recettes fiscales. L'outil monétaire, limiter la croissance de la masse monétaire par le resserrement des conditions monétaires, relèvement des taux d'intérêt, réduction de la liquidité au niveau du système bancaire. On a eu beaucoup de programmes de stabilisation macroéconomique avec le Fonds monétaire et ce tableau que vous avez devant vous traduit l'historique des différents programmes que nous avons eus avec le Fonds monétaire, en allant du haut en bas, mais dans un ordre décroissant. On a eu notre premier programme, l'accord stand-by de 1983. Ensuite, en 1986, on a eu la facilité d'ajustement structurel. Ces programmes, très souvent, sont associés avec un certain appui budgétaire. Et ces programmes sont extrêmement importants et pour nous en Haïti. Pourquoi ces programmes sont importants? Pour tous les pays. Ce n'est pas parce que le Fonds monétaire nous apporte de l'argent, mais c'est surtout parce que les autres bailleurs de fonds regardent ce qui se passe
au niveau des programmes que nous avons avec le FMI, si nous sommes bons ou mauvais élèves, et décident sur cette base de décaisser eux-mêmes. Sur le plan des résultats, la stabilisation macroéconomique a certainement eu quelques effets positifs. Et certainement, je dirais même beaucoup d'effets positifs. Ça a favorisé un meilleur environnement fiscal et a ainsi renforcé la latitude de la Banque centrale dans la conduite de la politique monétaire. Ça a permis aussi l'émergence de conditions macroéconomiques favorables à la croissance sur les sous-périodes 2005-2007 et 2012-2013. Si vous pouvez encore vous souvenir en fait du graphe qui retraçait l'historique de la croissance. Cependant, en raison de l'instabilité sociopolitique et des chocs climatiques, les résultats sont mitigés, en particulier en termes de croissance économique. Les programmes de stabilisation macroéconomique ne se préoccupent pas des apports sectoriels à la croissance, des filières porteuses et leur implication dans les dynamiques sectorielles, de la nature des politiques territoriales, rurales et industrielles capables de changer les fondements d'un modèle économique en crise. Ces programmes ne se préoccupent pas non plus de la résolution du problème de concentration exacerbée des marchés en Haïti. Ils ne peuvent pas répondre à ces préoccupations puisqu'elles n'ont pas été conçues pour ça. D'où la nécessité d'adapter la politique monétaire aux exigences d'une croissance forte et durable, laquelle est nécessaire à une meilleure distribution des richesses créées. On a, pour les infrastructures, le programme de financement immobilier résidentiel, type CAIPAM. En fait, c'est le même programme de financement de l'immobilier résidentiel avec un certain flavor qui est donné par chaque banque. C'est-à-dire qu'une banque l'appelle CAIPAM, une autre banque l'appelle Ma Maison, une autre banque l'appelle CAIBEL, mais ce n'est que variation sur un terme, c'est exactement le même programme, qui sont refinancés à la BRH à un taux variant entre 1 et 3%, de façon à être refinancés, de façon à ce que le client puisse avoir un financement qui ne va pas au-dessus de 10%. On est en train de mettre en place un mécanisme financier spécial pour les développeurs immobiliers. Pour les zones franches, nous avons mis en place un programme de refinancement de l'implantation des zones franches. Je dis refinancement parce que nous ne finançons pas directement les entreprises. Nous permettons aux banques d'analyser les projets, de regarder en fait la capacité, vous connaissez les 3 C du crédit, et de revenir à la Banque centrale pour un refinancement. Ce qui permet à la banque de donner un taux qui, en général, ne dépasse pas 6% en gouttes sur une période qui va jusqu'à 15 ans et parfois jusqu'à 20 ans. Ce programme de financement de l'implantation des zones franches visait à réduire le coût de location par mètre carré et attirer les investissements locaux et étrangers avec des impacts positifs sur l'emploi, les exportations et la valeur ajoutée agricole. Le tourisme. La BRH, vous vous souvenez en fait de ce... En fait, on le répétait, Haïti is open for business. Et on voulait attirer le tourisme. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par l'administration antérieure pour encourager le tourisme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même de la même manière que les investissements directs vont regarder pas seulement l'opportunité, mais l'environnement global. Okay? Le tourisme, on a les hôtels. On disait qu'on avait un déficit de chambres d'hôtel. On a créé les chambres d'hôtel. Mais les touristes sont toujours absents. Et pourtant, nous étions le premier pays à une certaine époque. Il n'y a aucune raison qu'on ne le devienne. Mais cependant, c'est un menu que c'est. Ce n'est pas un élément, ce n'est pas la chambre d'hôtel seulement. Il faut que la personne puisse venir, qu'on puisse s'assurer que le touriste qui vient va pouvoir prendre, en fait, s'amuser, se détendre, sans se soucier de sa sécurité
Au niveau du renforcement institutionnel, comme que j'avais dit tout à l'heure, on a le projet de modernisation des coopératives. Pourquoi moderniser les coopératives? C'est fondamental si on veut que les coopératives puissent entrer dans le jeu et utiliser le refinancement de la BRH. Parce que le refinancement de la BRH, ce n'est pas un don que c'est. Le refinancement de la BRH, c'est du refinancement. Et comme je dis, c'est du refinancement, ça veut dire que c'est l'institution financière qui analyse, prend le risque, ainsi de suite, et vient se refinancer. La mise en opération du bureau de crédit, c'est une réalité maintenant. La base de données du bureau de crédit a été, en fait, on a populé la base de données du bureau de crédit. Donc, pour avoir un crédit maintenant, il suffit que vous ayez le premier C du crédit, n'est-ce pas, Claude? Claude, le premier C du crédit, c'est caractère, pas vrai? Je me souviens dans un cours que j'avais, dans un cours de MBA, on disait que les 3 C du crédit, c'était caractère, caractère, caractère. Bon. En fait, le professeur le disait, c'est parce que c'est le fondamental. Si vous avez une historique de payer vos dettes, ok, vous avez le droit de demander en fait d'autres prêts. Nous travaillons sur la création de marchés financiers dont la première phase portera sur la mise en place de marchés obligataires. Il y a beaucoup de lois qui ont été, que la BRH est en train de faire un lobbying assidu auprès du Parlement pour que ces lois soient votées, parce que nous les considérons comme des lois pro-croissance. C'est en particulier la loi sur le crédit bail, qui est actuellement à la Chambre des députés. La loi sur la copropriété est déjà votée. Cependant, la mise en application de cette loi ne semble pas être très bien comprise par l'ensemble des stakeholders. C'est pour cette raison que nous projetons d'organiser sous peu un atelier sur la loi sur la copropriété, de façon à mettre ensemble à la fois les notaires, les avocats, les financiers et tous les stakeholders, de façon à ce que la loi sur la copropriété soit bien comprise et qu'elle soit utilisée. La loi sur la microfinance, qui est déposée aussi, je crois que c'est à la Chambre des députés. L'amendement sur la loi des coopératives, la loi sur l'assurance, et nous espérons fortement que dans la loi sur l'assurance, on puisse introduire, je dois dire avant tout que ces programmes, ce ne sont pas des programmes que nous envisageons, c'est des programmes qui sont déjà en cours. Et on a pu voir rapidement que pour la zone franche, il y a près de 4,96 milliards de gouttes déjà approuvés pour la zone franche. Et le nombre d'emplois ciblés est de 210 000 emplois sur les 6 prochaines années, sur les 5 prochaines années, je crois, et 300 000 sur les 8 prochaines années. Et la superficie en pieds carrés ciblée est de 2 308 391 pieds carrés. C'est ce que, à partir du programme qui est déjà en place. Et on continue à avoir des demandes qui sont en train d'être analysées au niveau de la Banque centrale. Réussite et perspectives. Est-ce que le programme a déjà porté des fruits? Certainement. Et ça nous encourage à continuer dans cette voie. En conclusion, je dois préciser que la BRH n'est pas porteuse de projets spécifiques dans les secteurs productifs. Ce n'est pas des projets de la BRH. C'est vos projets. La BRH ne veut pas intervenir au-delà de ses prérogatives institutionnelles, à savoir une gestion monétaire optimale, compatible avec les objectifs poursuivis et la conception de mécanismes financiers d'accompagnement et d'incitation. Ainsi, la réussite de la mise en place de cette nouvelle vision de politique monétaire dépend de la synergie des autres politiques publiques. L'un des rêves que nous nourrissons et qui nous sont chers aussi au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale, c'est de pouvoir, chaque année, faire passer une vingtaine d'entreprises de niveau petites entreprises vers moyennes entreprises, de façon à élargir en fait l'assiette d'entreprise et par le fait même élargir la classe moyenne. Je crois que c'est important
de comprendre que la Banque centrale a un rôle de mise en place de politique monétaire. Je crois aussi, il est bon de rappeler, que quand on regarde très souvent le sentier économique en Haïti et le sentier démographique, on se demande très souvent qui mène qui. Est-ce que c'est la démographie qui mène l'économie ou l'économie qui mène la démographie? Je pencherai beaucoup plus pour la seconde réponse. C'est plutôt la démographie qui mène l'économie. Il est temps que nous accordons nos politiques publiques de façon à ce que nous mettons Haïti définitivement sur la voie de la croissance. Ceci est extrêmement important. Ce travail ne peut pas être fait uniquement par la Banque centrale. Ce n'est pas non plus le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale peut utiliser les outils à sa disposition, qui est la politique monétaire, sa capacité, son partenariat avec les institutions financières, j'évite de dire, et le superviseur, c'est vrai que nous sommes le superviseur aussi, ça nous donne un avantage, n'est-ce pas, Claude, d'être superviseur, mais c'est d'accompagner toutes les institutions financières de façon à ce que ces institutions financières puissent donner du crédit, puissent accompagner les entreprises de façon à ce que ces entreprises elles-mêmes puissent créer des emplois, ces entreprises puissent se développer, et c'est ainsi qu'on puisse mettre Haïti sur la voie de la croissance. En guise de conclusion, je voudrais dire que ce travail n'est pas seulement le travail de la Banque centrale. Ce n'est pas seulement le travail du ministère de l'Économie et des Finances, ce n'est pas seulement le travail du gouvernement. C'est le travail de tout un chacun, de toute personne qui se réclame d'être un citoyen haïtien. Merci. Voilà, c'était le gouverneur de la Banque centrale, mais un ancien gouverneur, donc c'était un sommet dominé par les gouverneurs. Charles Castel allait également présenter une vision du développement du marché financier haïtien. On a déjà expliqué pendant quelques temps déjà qu'un système bancaire ne suffit pas pour développer l'économie d'un pays, et M. Castel va nous projeter sur l'avenir comment on pourrait développer le marché financier haïtien. Je vais commencer par parler du rôle du système financier qui met ensemble les acheteurs et les vendeurs d'actifs financiers. Donc vous avez des unités en déficit de fonds et vous avez des unités en surplus de fonds. Et ces deux catégories-là doivent se mettre ensemble pour faire des transactions. Le marché permet aussi une diversité au niveau des produits financiers, et dans ce sens, cela permet un partage des risques dans la mesure où ça permet une diversification et une réduction de risques pour les différents agents économiques. Et comme le dit, l'établit clairement la théorie financière, l'investisseur est rémunéré pour le risque systématique et non pas pour le risque non systématique qu'il prend. Le risque non systématique peut être éliminé par la diversification du portefeuille. Et le système financier joue un rôle important par la vérité des prix dans l'efficience et l'allocation des ressources financières. Si nous regardons l'architecture du système financier, que nous pouvons diviser en institutions et marchés, nous voyons que d'abord il y a les institutions qui prennent les dépôts, comme les banques et les coopératives d'épargne et de crédit. On a les assurances, les fonds mutuels,